Bonjour et bienvenue dans ce journal sur CCTV français. On commence en Syrie. L'armée syrienne est entrée dans une ville détenue par les rebelles dans la province de Deraa, dans le sud du pays, et s'est emparée de la place principale à Sheikh Maskin. La Russie a mené une campagne de frappes aériennes intenses dans le sud en soutien des troupes syriennes. Sheikh Maskin se trouve sur une importante route d'approvisionnement entre Damas et Deraa. 3 mois de frappes aériennes russes ont fait 655 morts dans les rangs du groupe État islamique. Les frappes auraient aussi fait 924 morts chez les combattants de l'opposition soutenus par les États-Unis. Et restons en Syrie, le conflit ne montre aucun signe d'apaisement. À l'occasion de cette fin d'année, faisons le bilan de ces évolutions au cours de l'année 2015. Pour la Syrie, l'année 2015 a débuté sur une note positive. Le 26 janvier, les soldats kurdes libèrent la ville de Kobané après 4 mois de combats intensifs contre Daesh. Le groupe État islamique a perdu près d'un millier de combattants pendant l'offensive, contre 300 pour les Kurdes. Le 1er avril, Daesh a envahi le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk. Après des combats contre l'opposition syrienne, il prend le contrôle de la majeure partie du camp. Celui-ci n'est situé qu'à 9 km du centre de Damas. Daesh n'avait jamais été aussi près de la capitale. Le 25 avril, les rebelles, dont le front al-Nosra lié à Al-Qaïda, capturent Zisl al-Shouroul, la dernière grande ville tenue par le gouvernement dans la province d'Idlib. Désormais, la province côtière de Latakia, fief du président Bachar el-Assad, est à portée de main des rebelles. Le 20 mai, Daesh prend la cité archéologique de Balmir, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le gouvernement tente de reprendre la ville, mais craint que les armes lourdes n'endommagent les reliques. Les mois suivants, les extrémistes détruisent des monuments historiques qu'ils qualifient de blasphématoires. Le 1er août, l'armée syrienne et les forces kurdes délogent Daesh de la ville d'Assaké. La province d'Assaké était entourée de zones contrôlées par Daesh et l'approvisionnement ne pouvait être envoyé que par avion. Le 30 septembre, la Russie lance une campagne de frappes aériennes contre le groupe État islamique et les autres groupes terroristes en Syrie. L'implication de Moscou change la dynamique du conflit et l'armée syrienne regagne du terrain. Le 24 novembre, la Turquie abat un avion de chasse russe près de sa frontière avec la Syrie, en affirmant qu'il a violé son espace aérien. Moscou nie ces accusations et qualifie cette action de coup de couteau dans le dos. Les autorités allemandes ont renforcé les mesures de sécurité pour les fêtes de fin d'année à Berlin après l'arrestation de 2 personnes à Bruxelles accusées d'avoir préparé un attentat pour le réveillon du Nouvel An. Les célébrations à la porte de Brandebourg constituent l'une des plus grandes fêtes en plein air d'Europe et devraient attirer cette année 1 million de personnes. Les sacs de grande taille, le verre et les objets pointus seront interdits et tous les sacs à main seront fouillés. Le ministre irakien des Affaires étrangères a demandé à nouveau à la Turquie de retirer ses troupes du nord du pays. Bagdad a alerté Ankara d'une éventuelle action militaire en cas de non-retrait des troupes. Si la Turquie nous contraint à l'offensive, nous sommes prêts à défendre notre souveraineté, notre peuple et nos richesses. Le peuple irakien possède tous les moyens nécessaires pour résister à une attaque éventuelle. Mais dans le même temps, nous désirons conserver de bonnes relations avec notre voisin turc et avec les autres pays voisins dans le monde. Ibrahim al-Jafari a par ailleurs déclaré qu'un soutien des États-Unis sur ce problème était disproportionné par rapport aux défis posés par la Turquie. Bagdad attend toujours que les États-Unis mettent en place l'accord cadre sur la stratégie américaine en Irak. Un différend avait éclaté entre la Turquie et l'Irak au début du mois de décembre dernier, après que la Turquie ait déployé des troupes supplémentaires dans un camp d'entraînement situé dans la région irakienne de Bashika. Ankara entraîne sur place des soldats sunnites et kurdes à combattre les militants du groupe État islamique. Le déploiement de troupes supplémentaires dérange Bagdad, qui considère les nouvelles troupes comme une incursion illégale sur son territoire. Le gouvernement irakien, par la voix de son chef de la diplomatie, a demandé le retrait immédiat et complet des troupes. Après la demande irakienne, la Turquie a commencé à retirer progressivement ses troupes, mais une partie d'entre elles reste toujours positionnée dans le nord de l'Irak.
Depuis plus de 5 mois, le sud-ouest de la Turquie est le théâtre d'affrontements violents entre les forces armées turques et le Parti des travailleurs du Kurdistan ou PKK. Les habitants de la région doivent respecter un couvre-feu et les pourparlers de paix semblent appartenir au passé. Alors que les dirigeants se disputent maintenant sur la question de l'autonomie, la situation semble être dans une impasse. La fumée emplit l'air. La police, lourdement armée, se tient à l'angle des rues. Voici le sud-ouest de la Turquie, dont l'atmosphère ressemble à celle d'une zone de guerre. Le gouvernement turc combat le PKK depuis des mois, essayant de nettoyer la zone des barricades et des tranchées creusées par les militants armés. Les citoyens des arrondissements de Diyarbakir, Sirnak et Mardin doivent se débattre avec les journées de couvre-feu imposées par le gouvernement. Des manifestations contre ces couvre-feux ont surgi à plusieurs reprises. La dernière fois était mardi, dans l'arrondissement de Sour, à Diyarbakir, la police réprimant les centaines de manifestants à l'aide de gaz lacrymogène et de canons à eau. Ces affrontements se sont d'abord déclenchés en juillet de cette année, ce qui a mis à l'arrêt total le processus de paix. Les négociations entre le gouvernement turc et le PKK visaient à mettre fin au conflit qui dure depuis 3 décennies et a fait 40 000 morts. Récemment, des représentants turcs ont adopté une déclaration en 14 articles et ont appelé à l'autonomie dans le sud-ouest de la Turquie. Le coprésident du HDP, le Parti démocratique des peuples, Selahattin Demirtas, a cependant insisté que ce n'est pas un but nouveau pour les Kurdes. Les barricades et les tranchées n'ont pas été créées parce que les Kurdes veulent l'autonomie. Les tranchées ont été creusées parce que des plans pour un massacre ont été élaborés et mis en œuvre par Ankara. La demande, le désir et le droit à l'autonomie ont existé depuis des siècles. Mais depuis cette déclaration, le bureau du procureur public d'Ankara a lancé une enquête sur ses commentaires relatifs à l'autonomie. Le président turc Erdogan a eu une réaction forte aux commentaires de M. Demirtas. Ce que le co-dirigeant a fait est de la trahison, c'est une provocation. De nombreux experts sont d'accord pour penser que la question de l'autonomie est rédhibitoire et est un obstacle à la paix. Le processus de paix est toujours à l'agenda après que les choses se seront tassées. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de droit auquel les Kurdes n'ont pu accéder. Ils peuvent parler leur propre langue. Ils ont construit des institutions kurdes. Mais lorsqu'il s'agit de réclamer un territoire, aucun État indépendant n'accepterait jamais cette demande. Depuis juillet, plus de 200 soldats de l'armée turque et plus de 1700 militants du PKK ont été tués dans le sud-ouest de la Turquie lors d'affrontements, ce qui, combiné avec une pression irréaliste pour l'autonomie, ne semble faire qu'empirer la situation et une relance du processus de paix, tel que les États-Unis ont demandé à la Turquie de s'efforcer d'atteindre, est du moins pour le moment improbable. Merci de nous retrouver sur le plateau de CCTV français. Le site funéraire de Hayrunho, qui date de la dynastie des Han, constitue l'une des plus importantes découvertes archéologiques de tous les temps et une grande avancée pour la scène culturelle chinoise. 5 années de fouilles ont permis d'exhumer 20 000 objets, surpassant même le célèbre site de Mawangdui. Remontant à la dynastie des Han de l'Ouest, il y a plus de 2000 ans, Hayrunho est le lieu probable où repose Liu He. Celui-ci était le petit-fils du célèbre empereur Wu, mais manquant apparemment lui-même soit de talent soit d'éthique, il fut déposé après seulement 27 jours sur le trône. Il a ensuite été appelé marquis de l'État Hairun, ce dernier étant un petit royaume à l'ouest de ce qui est aujourd'hui la province du Jiangxi. Depuis que les fouilles ont commencé en mars 2011, les archéologues ont découvert plus de 20 000 objets comprenant de l'or, du bronze, du fer, du jade, des lacs, des textiles, des faïences, des lamelles de bambou et des tablettes en bois. De telles découvertes sont extrêmement rares pour la période. Ce qui se trouve sur les tablettes en bois sont des lettres envoyées par le marquis de l'État Hairun à la cour royale. Les tablettes en bambou n'ont pas encore été lues et analysées par des experts, mais selon notre expérience de l'archéologie de cette période, nous pensons qu'il doit s'agir de traités de médecine et d'agriculture et de calendrier. Quelques 2 millions de pièces en bronze, pesant un total de 10 tonnes, ont été exhumées. Elles apportent des informations sur le système monétaire de l'époque. Auparavant, nous pensions que 1000 pièces fait un guan, a commencé pendant la dynastie des Song, mais nous savons à présent que ce système a commencé pendant la dynastie des Han de l'Ouest, qui se situe 1000 ans plus tôt. Des chariots, des pots, des alambics, un plateau d'échecs et de nombreux instruments de musique ont aussi été exhumés des corridors de la tombe. La fouille des principales chambres de la tombe a débuté à la mi-novembre. Dans la chambre occidentale, un paravent a été trouvé,
avec une image dont on pense qu'elle représente Confucius et des inscriptions biographiques. Le 20 décembre, le cercueil extérieur a été ouvert, dévoilant 285 pièces d'or, le plus grand nombre trouvé dans un tombeau de la dynastie des Han. L'un dans l'autre, Hairunho a bouleversé le monde archéologique par la quantité et la qualité de ses découvertes. Et voyons quelques nouvelles de l'économie. L'or se reprenait d'un plus bas historique au début du mois. Les analystes s'attendent à un prochain rebond plus marqué pour le métal précieux. Nous nous sommes rendus dans des boutiques qui vendent l'or à la capitale chinoise pour interroger des acheteurs et des experts sur la tendance. Nous sommes à la bijouterie Tsaibai, la boutique la plus populaire pour le tape à l'œil. Les clients s'adonnent à la pêche de fond de dernière minute. Le responsable du magasin a indiqué que l'or au niveau mondial a commencé sa reprise depuis décembre, mais que le prix actuel est toujours relativement bas et que c'est pour cela que les ventes ont connu un regain de 30% ce mois-ci. Certaines autres bijouteries ont même fait état d'un bond de 50% lors des ventes de décembre. J'achète un lingot de 100 grammes d'or de bonne qualité pour couvrir la mauvaise performance de l'investissement que j'ai fait. J'achète 200 grammes, je suis susceptible d'accroître mon fonds d'or si la hausse de l'or se poursuit. Un analyste confirme la perspective positive. La vigueur du rebond de l'or dépend du rythme de la hausse des taux d'intérêt américains. Jusqu'à présent, les indices montrent qu'une hausse des taux d'intérêt est improbable au premier trimestre de 2016. Donc ils ne vont pas réduire les gains de l'or et les prix de l'or vont continuer à s'affermir. Pour les investisseurs de détail, le changement de prix de l'or attendu semble suffisant pour les pousser à vendre. Nous pensons qu'il y aura une hausse de 50% de la revente de l'or par des clients qui ont acheté le métal au prix bas actuel. Toujours en Chine, pour l'industrie chinoise du tourisme, l'année a débuté en fanfare avec des chiffres prometteurs et se termine de la même manière. Durant la fête du printemps 2015, le nombre de personnes qui voyagent à l'étranger a dépassé pour la première fois celui des touristes d'intérieur et comptant pour plus de 60% de tous les voyageurs. Et alors que de plus en plus de personnes planifient leur séjour bien à l'avance, c'est bien cette activité en ligne qui a explosé. Gobin envisage d'emmener sa famille en vacances sur une île durant la prochaine fête du printemps. Il s'est déjà rendu en Europe, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande cette année. Il déclare qu'il est désormais plus facile de réserver un voyage en ligne. Les agences de voyage traditionnelles ont leurs propres avantages. De façon comparative, elles ont plus d'expérience et facilitent la communication face à face. Mais en termes de prix et de capacité à connaître ce qui est disponible, les services en ligne sont les meilleurs. La première agence de voyage en ligne du pays, Ctrip, a constaté une croissance de 50% de ses recettes au troisième trimestre de cette année, atteignant 3,4 milliards de yuan. Et la plupart de son activité est effectuée soit en ligne, soit par le biais de son application officielle. Nous avons réalisé que cette application est bonne pour répondre aux demandes des consommateurs qui veulent juste choisir et partir. Donc beaucoup de locations de véhicules et d'achat de tickets pour les attractions touristiques se font par le biais de l'application, en particulier durant les vacances. Nous étudions les données et ajouterons davantage de fonctions à cette application. Lui déclare qu'il s'agit là d'un modèle totalement différent de ce qu'était l'entreprise il y a 16 ans. La plupart de son activité se faisait par le biais de centres d'appel. D'autres agences de voyage sur Internet déclarent qu'elles constatent également une forte croissance du commerce en ligne, alors qu'elles luttent pour abaisser leurs coûts et leurs prix. La chaîne d'approvisionnement de l'industrie du tourisme est très longue, ce qui élève nos coûts et peut rendre cela difficile pour les besoins des consommateurs. Nous pouvons accroître notre efficacité et améliorer l'expérience des consommateurs en raccourcissant la chaîne d'approvisionnement. Au mois d'octobre, le montant de nos ventes directes est passé de 20 à 30%. Même les anciennes agences de voyage se mettent à l'ère d'Internet. Spring Tour a lancé son site officiel en 2008, plus de 25 ans après son établissement. Les responsables de Spring Tour déclarent que cette année, leur activité a connu une croissance record. Les recettes de notre commerce en ligne dépassent désormais les 900 millions de yuan par an. Nous avons vu un changement dans le comportement des consommateurs alors que la société s'est développée et de nombreux consommateurs aiment réserver des programmes de voyage par le biais d'Internet. Par exemple, pour le 11 novembre, nous avons fait plus de 10 millions de yuan de réservations en quelques minutes. Il s'agit là d'une nouvelle opportunité pour des agences de voyage comme la nôtre.
L'année prochaine, la plupart des agences de voyage espèrent se concentrer sur les voyages familiaux en raison de l'ouverture de Disneyland. Beaucoup d'entre elles tentent de développer leurs affaires en offrant simplement des séjours touristiques. Spring Tour prévoit d'ouvrir des boutiques duty-free au Japon et Tongchang Travel pense s'inspirer de Spring et lancer sa propre compagnie aérienne. Et la compagnie aérienne américaine JetBlue a annoncé qu'elle allait doubler l'an prochain le nombre de vols vers Haïti en raison de la hausse de la demande. Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde qui se remet progressivement du terrible tremblement de terre de 2010. Le gouvernement haïtien a déclaré que sa priorité était d'attirer un nombre toujours plus important de touristes. Ce n'est probablement pas la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on pense à Haïti. L'île à Vache, située sur la côte sud du pays, est l'une des îles les plus spectaculaires des Caraïbes. Et les touristes ne sont pas encore légion. Non, je ne m'attendais absolument pas à cela. C'est très propre et l'endroit est sublime. Nous sommes dans un véritable petit paradis. J'étais très surprise. Je m'attendais à voir beaucoup plus de touristes ici. Mais en fait, c'est vraiment un endroit paisible et les sites sont les plus beaux les uns les autres. Le calme et la sérénité règnent en maître et je pense que vous êtes les premières personnes que j'ai réellement croisées ici. Cette touriste avait vu juste. Après le départ de ce groupe, nous étions en effet les seules personnes présentes sur les lieux. La solitude est ici synonyme de bonheur, mais ce privilège ne devrait pas durer longtemps. Le gouvernement prévoit de construire un aéroport international sur l'île, entre autres projets devant permettre d'augmenter les revenus liés au tourisme. Un des atouts d'Haïti est d'avoir conservé son caractère très particulier, alors que l'île n'est qu'à seulement 2 heures d'avion de Miami. Ce restaurateur de Port-au-Prince, un colonel à la retraite, rappelle que la destination a longtemps repoussé les touristes avant de redevenir à la mode depuis quelque temps. Les touristes étrangers sont de retour. Et vous me demanderez pourquoi. Eh bien, je pense que c'est avant tout pour le dépaysement. Ils viennent pour voir un Haïti différent, où l'histoire et la culture sont partout. Mais les obstacles sont encore nombreux avant que l'île ne réalise son rêve d'attirer en masse les touristes étrangers. Ce pays souffre d'un manque d'investissement chronique dans les infrastructures et la population subit encore de plein fouet les conséquences du désastre de 2010. Les progrès sont encore lents, mais l'année dernière, le nombre de touristes en visite sur l'île a augmenté de 10%. Le gouvernement espère que cette année, la croissance pourra atteindre les 20%. Le gouvernement rappelle enfin que les revenus issus du tourisme permettront, à terme, d'améliorer progressivement la vie de tous les Haïtiens. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de votre fidélité. Bonne année à tous.